Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 11 heures et nous allons bientôt commencer effectivement cette revue de marché pour la fin du mois de mai. Je vous avoue que avant d'attaquer cette présentation sur la partie globale macro, je me suis beaucoup demandé ce que j'allais pouvoir vous présenter aujourd'hui qui soit très différent des mois précédents. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que d'un point de vue fondamental, on ne peut pas vraiment dire que les choses aient particulièrement évolué. C'est ce qui fait que pour certains éléments de l'environnement global macro, je vais passer peut-être assez rapidement et puis on va s'attarder au contraire sur d'autres qui me semblent un peu plus pertinents pour bien comprendre ou mieux comprendre effectivement l'environnement dans lequel les marchés financiers, notamment américains, se trouvent à l'heure actuelle. Ensuite, comme d'habitude, on passera en revue différents benchmarks. Et puis, de la même manière, je passerai un petit peu de temps sur cette session, à la fois sur les marchés américains, mais également la partie sectorielle européenne, puisqu'il y a des petites choses, on va dire, sympathiques à vous montrer. Petit disclaimer, donc vous savez que nous ne sommes pas un prestataire de services d'investissement, donc je vous rappelle que toutes les informations qui sont fournies ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de titres, de produits, d'instruments financiers. Donc, effectivement, Surperformance est une société média financière, mais pas une société de prestation de services d'investissement en tant que telle. Donc, nous avons une obligation effectivement de moyens et pas de résultats. Si on attaque directement avec l'environnement global macro, alors, je dirais que l'un des indicateurs que je trouve les plus intéressants pour comprendre à peu près la position actuelle du marché, c'est le Leading Indicator Index, donc qui est publié par le Conference Board aux États-Unis. Et là, vous voyez, il y a différentes manières en fait d'analyser ce LEI, comme on l'appelle par son petit nom, c'est plus rapide. La première manière, ou l'une des premières manières, c'est de regarder simplement la variation de cet indicateur, qui est un indicateur composite. Et je vous montrerai tout à l'heure ensuite quelles sont les différentes composantes justement qui sont utilisées pour le calculer. Donc là, dans le premier cas, on regarde simplement l'évolution d'une année sur l'autre, enfin tous les mois, mais comparativement au mois de l'année précédente, pour voir un peu ce qui se passe. Et ensuite, on superpose, là c'est l'intérêt de la courbe en grise, on a la même chose sur le PIB. Comme vous pouvez à peu près vous en douter, lorsqu'on a les leading indicators qui ont tendance à baisser, in fine, ça se traduit plus ou moins directement par effectivement une baisse également du PIB. Les grandes barres verticales correspondent en fait aux zones officielles de récession. Donc il y a des niveaux en fait à partir desquels on considère que la décroissance des LEI effectivement se traduit in fine par une récession dans les 12 mois qui viennent. Et là, on est effectivement typiquement dans ce genre de configuration. Donc, la première manière effectivement de voir ce LEI, c'est sa variation annuelle. Et en l'occurrence, la variation annuelle, malheureusement, pointe plutôt pour un environnement dégradé à venir. L'autre possibilité de regarder effectivement cet indicateur, c'est juste le prendre en termes de niveau, tout simplement, et ensuite de trouver un seuil en dessous duquel, on, là aussi, on considère que cela pointe vers une probable récession à venir. Là, en l'occurrence, à chaque fois, ce sont des graphiques, vous voyez, que j'ai directement récupérés du Conference Board, donc c'est quelque chose que vous pouvez également retrouver de votre côté si vous le souhaitez. C'est tous les mois, en fait, vous avez le Conference Board qui vous fait un petit papier explicatif de leurs indicateurs. Donc, c'est complètement public. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'à partir du moment où on est en baisse de moins 4%, en général, c'est un signal comme quoi on va avoir une récession dans les 12 mois qui viennent. Et ce signal, on l'a eu bien, il y a déjà plusieurs mois. Donc on a toujours ce risque, cet effet de Damoclès au-dessus de la tête, qui est donné par le LEI aux États-Unis, donc avec une probabilité de récession relativement conséquente, étant donné que la pertinence de cet indicateur, même s'il a été affiné, on va dire, pour mieux coller a posteriori, il y a un peu de curve fitting dans le backtest, mais grosso modo, même en live, il a plutôt fait du bon travail au cours des dernières décennies.
Alors, je vous ai dit en préambule que je vous montrerai les différentes composantes. Bien là, vous les voyez. Vous avez une composante financière et une composante non financière. En l'occurrence, dans la composante financière, on va s'intéresser plus particulièrement à la partie crédit et également ensuite à la partie spread. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que ça vous donne une idée plus précise, où on va regarder plus précisément quels sont les gros éléments qui peuvent expliquer la variation effectivement de cet indicateur avancé. Quand on regarde la partie crédit, en l'occurrence, ce que l'on constate, c'est que d'une manière générale, les conditions d'octroi de crédit sont devenues beaucoup plus difficiles. Et ceci, que ce soit par l'intermédiaire des petites banques régionales, mais également par l'intermédiaire des grandes banques américaines. C'est exactement la manière dont ça se traduit. C'est effectivement les conditions d'octroi sont revenues quasiment au niveau de 2020. On n'est pas encore au niveau de 2007, si vous vous rappelez la grande crise financière, mais on arrive sur des niveaux où on peut quand même s'attendre à ce que ce soit bien plus difficile pour les entreprises d'emprunter que ce qu'elles avaient connu jusqu'à présent. Alors, comme le titre le laisse penser, c'est tendu, mais pour le moment, il n'y a pas encore de crise. Donc, ça fait partie effectivement des éléments à surveiller, mais sachez simplement que l'octroi de crédit en général, in fine, a un impact effectivement sur la croissance économique. Ça, on le verra dans la foulée. On a de la même manière, de manière concomitante en fait à ces octrois de crédit qui sont plus compliqués, on a aussi une baisse de l'appétence pour le crédit. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à la fois aux États-Unis, et je vais vous le montrer également, on retrouve en Europe. Alors ça veut dire quoi? C'est simplement que les entreprises sont moins enclines à demander à leurs banquiers effectivement des facilités de crédit. Pour la simple et bonne raison qu'en règle générale, si les entreprises commencent à moins investir, c'est qu'elles doivent estimer que l'environnement économique n'est pas extrêmement propice, ou en tout cas leur perception de l'environnement futur n'est pas extrêmement propice. Donc de la même manière, vous savez que l'investissement fait partie de l'une des composantes du PIB. Donc qui dit pas d'investissement dit zéro pour la composante en question. Et quand on n'investit pas, les chefs d'entreprise le savent bien qu'en général, la mort de l'entreprise est souvent au tournant. Donc je vous disais que c'était quelque chose que l'on voyait aux États-Unis, mais c'est également exactement le même type de tendance que l'on constate lors d'une enquête qui a été faite par la BCE. Donc là aussi, la demande de crédit pour les entreprises est en nette baisse. Et enfin, c'est un peu le résumé de ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où la demande de crédit baisse, en général, ça se traduit également par donc, une baisse réelle, pour le coup, du PIB. C'est un graphique que je vous avais déjà montré la fois précédente, donc entre guillemets, il n'y a rien de neuf. La courbe est toujours la même, c'est juste pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. L'autre élément, et là je vais être assez rapide, c'est je vous avais expliqué aussi pourquoi du côté des banques l'octroi de crédit est plus difficile. C'est tout simplement parce que la manière dont elle fonctionne, c'est elle se base sur les différentiels de taux d'intérêt pour se rémunérer. Et qu'à partir du moment où elles empruntent à court terme et qu'elles émettent des emprunts à long terme, elles ont tout intérêt à maximiser cela lorsque le différentiel de taux leur est favorable. Sauf qu'à l'heure actuelle, si vous avez suivi un peu les épisodes précédents, ou ce que l'on raconte dans la presse, on parle beaucoup d'inversion de courbe, c'est-à-dire que les taux du crédit à court terme sont plus élevés que les taux d'emprunt à long terme. Donc il est évident que pour les banques, ce n'est pas une incitation à octroyer des crédits. D'où le premier graphique qui est le fait que l'octroi de crédit est devenu plus compliqué, tout simplement parce que pour les banques aussi, ce n'est pas extrêmement rentable dans les conditions actuelles. J'en profite pour faire un petit aparté. L'autre élément qui permet l'octroi de crédit, c'est le fait d'avoir des réserves. Et vous savez qu'avec la crise qu'il y a eu sur les banques régionales, beaucoup de petites banques ont vu leurs réserves fondre. Et donc, leur capacité à leverager le crédit s'en trouve amputée d'autant, puisqu'elles n'ont plus de fait, ou en tout cas le leverage qui est utilisé, la base qui est utilisée pour le leverage, pardon, eh bien, elle s'est amoindrie. Dernière petite charte sur l'importance de regarder effectivement ces spreads de taux par rapport
à l'impact que ça peut avoir sur le marché boursier. Historiquement, lorsque on est en inversion de courbe, hein, donc quand le différentiel de taux court par rapport au taux long passe sous zéro, cela a tendance à se traduire effectivement par un ralentissement de l'activité économique, donc un S&P qui baisse, soit un peu avant, soit un peu après, soit un peu pendant. Et là aussi, soit de manière concomitante, soit de manière décalée. La plupart du temps, c'est plutôt un peu décalé, c'est-à-dire qu'il y a entre le moment où les banques commencent à mettre le pied sur le frein et le moment où ça se traduit réellement dans l'économie, c'est évident que ça ne se fait pas en un coup de pinceau. Donc, on a ce délai effectivement de plusieurs mois que l'on constate. Et là aussi, les anticipations sur le marché financier font qu'en général, on observe entre 6 jusqu'à 18 mois de décalage entre le début des inversions de courbe et le début effectivement d'une baisse plus ou moins conséquente en fonction de l'ampleur de la récession qui suit. Donc une baisse plus ou moins conséquente de l'indice américain. Donc celui-ci, c'est juste pour les choses que je viens de vous dire, le fait que c'est en général pas vraiment concomitant. L'autre critère qui est donc utilisé dans le LEI, c'est effectivement la composante taux d'intérêt proprement dite. Là, c'est relativement intéressant, vous avez encore sur la semaine dernière et le début de cette semaine, les faucons de la Fed qui viennent expliquer un peu à qui veut l'entendre que la Réserve fédérale n'a pas l'intention de baisser ses taux. Elle envisagerait peut-être même, après avoir fait une pause, de les réaugmenter. À l'inverse, quand vous regardez les anticipations sur les taux américains, bizarrement, l'anticipation est diamétralement opposée. C'est-à-dire que les investisseurs tablent toujours sur un pivot, grosso modo à partir de cet été, donc éventuellement une dernière hausse de taux ou pas lors de la prochaine réunion du mois de juin, mais ensuite un pivot pour le reste de l'année et suivi d'une baisse de taux. Alors, effectivement, on se dit que c'est un peu toujours ce côté poker menteur, c'est-à-dire ça paraît compliqué d'avoir une Fed qui se mettrait à baisser ses taux dans la mesure où sa lutte contre l'inflation est pour le moment pas complètement gagnée. En tout cas, l'inflation américaine est loin d'avoir atteint les objectifs de 2%. On est à plus de 2 fois et demi le double. Et dans le même temps, il n'y a pas de crise économique et d'effondrement des indices qui permettrait de justifier le fait que la Fed commence à s'inquiéter beaucoup plus des conditions financières, de liquidité ou ce genre de choses, donc liées à une baisse effectivement des actifs financiers, que de l'inflation. Donc ça paraît assez surprenant effectivement les anticipations avec dans le même temps le côté la bourse devrait monter parce que la Fed devrait pivoter. Mais on ne voit pas trop pourquoi dans le contexte actuel la Fed pivoterait. Là, ce qui est intéressant justement quand on parle de pivot, c'est ce qui s'est passé historiquement. C'est-à-dire que la Fed monte ses taux, monte ses taux, monte ses taux, jusqu'où? En général, elle monte ses taux jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui craque de manière plus ou moins conséquente. Et là, vous voyez, sur presque une centaine d'années, eh bien, oui, des cracks, il y en a eu plusieurs. Et en fait, quasiment de manière systématique, ça s'est fait, ça s'est traduit plutôt, c'est pas fait après, mais ça s'est traduit ensuite par effectivement une banque centrale qui se met à pivoter. Donc, c'est particulièrement visible, on va dire, depuis les années 80, puisque ensuite, là, précédemment, sur les 40 ans qui ont précédé, vous voyez qu'on était grosso modo quand même sur un cycle long terme de hausse des taux. Mais ensuite, c'est vraiment typique. On monte les taux, il se passe un petit ou un gros crack sur le marché financier, que ce soit le marché américain ou sur des marchés parallèles. À ce moment-là, la Fed pivote, se dit que là, les conditions économiques, c'est quand même un peu dangereux. Donc, on va remettre des liquidités dans le système pour essayer d'amortir le choc. Et ça, c'est ce que l'on observe de manière systématique. C'est l'un des arguments qui me fait pour l'instant plutôt penser que c'est compliqué dans le contexte actuel de dire que la Fed va pivoter avec des indices tant qu'il repartirait à la hausse directement. Ça pourrait être le cas si la Fed faisait entre guillemets la même erreur qu'en 98. C'est-à-dire que pour ceux qui regardaient déjà les marchés à l'époque ou qui sont intéressés par l'histoire simplement économique et financière, c'était Alan Greenspan qui était donc à la tête effectivement de la Fed à cette époque-là,
Et lorsqu'il y a eu le crack de 98, je vous rappelle, hein, sur le graphique précédent, on le voit bien, avec LTCM notamment, hop, eh bien, quelque part, les membres de la Fed, à ce moment-là, ont un peu pris peur en se disant il y a un risque de propasion. Donc, ils ont quasiment baissé les taux tout de suite. Et c'est ce qui a fait ce pivot, effectivement, c'est ce qui s'est traduit in fine par quasiment 2 ans de poursuite de la hausse, notamment du Nasdaq à l'époque. C'était parabolique. Ça n'a fait in fine que retarder le problème. C'est-à-dire que la Fed avait commencé à monter ses taux, vous le voyez sur le graphique bleu, hein, dans les années 90. Elle a ensuite pivoté de manière un peu plus substantielle avant de reprendre son cycle de hausse de taux pour calmer effectivement la surchauffe économique. Et ensuite, quelque part, cette erreur de politique monétaire, eh bien, s'est traduite a posteriori par une crise conséquente qui a été l'explosion de la bulle Internet, donc avec 2 ans de baisse. Alors on espère qu'ils ne vont pas faire la même, que les gens apprennent de leurs erreurs, en tout cas c'est l'ambition humaine. Donc on va parier sur le fait qu'ils ont effectivement appris et qu'ils vont éviter de renouveler ce genre de choses pour pas avoir des indices qui repartiraient ce serait peut-être très positif sur le court terme, sur les prochains mois, les prochaines années, mais à garder en tête que ça ne ferait que déplacer le problème pour in fine avoir une crise encore plus grave derrière, surtout quand on voit qu'on a une inflation qui n'a strictement rien à voir avec l'inflation qu'il y avait dans les années 80, enfin fin des années 90. Donc on est, voilà, on peut lire un peu dans la presse que la Fed se retrouve un petit peu coincée entre d'un côté sa lutte contre l'inflation qui n'est pas gagnée, et effectivement de l'autre sa volonté de ne pas non plus casser le système en augmentant trop ses taux directeurs. Donc voilà un peu pour l'aparté. Un des autres arguments pour expliquer, ou en tout cas qui pourrait expliquer le fait aussi que les marchés financiers, malgré les conditions monétaires actuelles, pourraient quand même continuer de monter, c'est effectivement, vous voyez l'étude de Citi qui explique que, in fine, même après la dernière hausse de taux sur les précédents cycles de resserrement monétaire donc, par la Fed, on a quand même eu une période qui a suivi, qui s'est significativement traduite par une progression de l'indice. Donc là, vous voyez, c'est des jours, hein, on n'est pas dans des mois ou dans des années. Vous avez l'échelle, c'est 40, 50 jours en bas. Donc grosso modo, pendant 2-3 mois, après la fin de la hausse, on peut quand même avoir un S&P qui monte. Donc traduction de l'affaire, si il y a peut-être un accord effectivement sur le plafond de la dette américaine qui évite que les États-Unis fassent défaut, ce qui serait un cataclysme financier majeur en l'occurrence, eh bien, malgré l'environnement actuel, malgré les risques de récession, il n'est pas forcément dit pour autant que les indices ne puissent pas continuer, les indices américains ne puissent pas continuer à progresser. Voilà. Donc je dirais que l'environnement global macro, c'est une chose. Ce que fait la bourse, c'en est presque une autre. C'est toujours important de voir si les choses sont en phase. Donc oui, l'environnement actuel est compliqué. On le verra ensuite dans la seconde partie avec la participation et ce genre de choses. C'est toujours compliqué. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de cassure nette sur la partie indicielle qui fasse qu'il faille vraiment, pour le moment en tout cas, particulièrement s'inquiéter. On a beaucoup de signaux de warning, mais pour le moment en tout cas, la résilience reste quand même très forte. L'un des autres arguments qui permettent d'expliquer aussi pourquoi ça tient très bien, ça, si vous vous en rappelez, c'était quelque chose qu'on avait évoqué tout au début et que pour le coup j'ai réactualisé. C'est simplement pendant la période Covid, il y a eu, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, les ménages américains en ont profité pour thésauriser très fortement. Et en l'occurrence, c'est même plus qu'un matelas, ce trésor de guerre de la période Covid, et là on voit sur le graphique de droite, n'a pas encore été complètement utilisé. Donc on a un matelas estimé à encore à peu près 500 milliards de dollars, ce qui est vraiment conséquent, même si on était monté à plus de 2000 milliards. Bref, en tout cas, c'est l'un des éléments qui explique à l'heure actuelle pourquoi la consommation tient quand même relativement bien, en dépit
des sales warnings qui ont été faits par des sociétés comme Home Depot. Mais en tout cas, on voit que le consommateur américain reste globalement relativement résilient et les ventes au détail étaient même ressorties au-delà des attentes c'était la semaine dernière lorsque ça a été publié. Donc on a effectivement cet excès d'épargne lié à la période Covid qui continue en fin de compte, qui fournit un gros bas de laine et qui permet de comprendre pourquoi la récession, en tout cas les signes de récession ne se sont pas complètement encore traduits dans les faits, notamment dans la consommation. Là, c'est justement ce que je viens d'évoquer, c'est que les ventes de détail sont ressorties supérieures aux anticipations. Donc c'était une bonne surprise, et en tout cas, c'est l'un des éléments à surveiller. À partir du moment où les ventes de détail vont ou pas, mais enfin, si elles doivent se dégrader de manière significative, ce sera en toute logique assez concomitant avec des indices qui se mettraient à baisser, considérant que cette fois, le consommateur américain, qui est un peu la locomotive du PIB, eh bien, il lâche l'éponge, donc ce ne sera pas très positif effectivement pour la performance boursière. Le dernier facteur que je voulais vous mettre en avant, là c'est un facteur plutôt lié à la saisonnalité, c'est un graphique également que je vous avais montré la fois précédente. Historiquement, le mois de mai n'est pas un mois dingue. Vous voyez que ça a tendance c'est même un mois plutôt négatif dans les cycles pré-électoraux américains, et qu'ensuite on a quand même quasiment 6 mois où c'est entre du flat et du flat légèrement ascendant, mais enfin, en tout cas, la saisonnalité n'est pas catastrophique. On a tendance à dire on vend au mois de mai et on rachète ensuite en fin septembre, début octobre. Là, il se trouve que les années préélectorales, c'est pas aussi net. Voilà. Même si on est sorti de la bonne saison, puisque le S&P a tendance à vraiment progresser de manière significative pendant 6 mois de l'année, c'est là où il fait la majorité de ses gains, donc c'est entre le mois d'octobre effectivement, inclus, jusqu'au mois de mai. Ça par contre c'est une cyclicité qui est vraiment connue et qui statistiquement se vérifie effectivement sur longue période. Longue période, c'est sur plusieurs décennies. Donc voilà à peu près où on en est sur l'environnement macroéconomique. Sur la partie marché, le mois dernier, lorsqu'on s'était vu, je vous avais dit que la participation restait malheureusement toujours faible. Il y a plusieurs moyens de l'illustrer. Là, vous avez les volumes à la hausse par rapport aux volumes à la baisse. Vous avez les advanced decline sur différents marchés, que ce soit sur le NYSE, sur sinon les small. Tout ça pointe à peu près dans le même sens, c'est que oui, on a un marché qui monte, mais malheureusement non, ce n'est pas lié à un grand nombre de titres. C'est quelque chose qui n'a pas évolué, malheureusement. Pour avoir vraiment une hausse qui soit soutenable, ce que l'on attend, c'est que la majeure partie des titres composant l'indice soit effectivement à l'origine de cette hausse des marchés financiers. Et là, plusieurs fois, vous avez pu lire dans le morning meeting réalisé tous les matins par Anthony Bourdin qu'il n'y avait qu'un très petit nombre de titres qui expliquaient quasiment la quasi-totalité de la performance du Standard & Poor's depuis le début de l'année. Donc en gros, si vous n'avez pas les bonnes techs, malheureusement pour vous, eh bien, il y a de fortes chances que votre portefeuille soit en baisse ou en tout cas sous-performe le Standard & Poor's, puisque il faut être sur un très petit univers de valeurs qui font à l'heure actuelle quasiment toute la performance. L'autre élément qui est intéressant, c'est de montrer un peu les volumes à la hausse et les volumes à la baisse. Dans un marché qui a bottomé et qui part de manière forte à la hausse, ce que l'on attend, c'est une forte hausse justement des volumes des titres qui montent. Là, en l'occurrence, vous pouvez constater qu'à l'inverse de la période post-2020, où on a eu, à partir du moment où le marché avait fait son point bas et a commencé à remonter, on avait eu une forte accélération des volumes à la hausse et malheureusement pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. Donc ça aussi, c'est une autre manière d'illustrer le fait que la participation est faible. Ce graphique-là, c'est exactement la même chose. Ça vous traduit le nombre de titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 50. Avec tout en haut, vous avez le Standard & Poor's et sa moyenne mobile. Ensuite, vous avez le nombre de titres au-dessus de leur moyenne mobile 50 sur le Nasdaq, le nombre de titres au-dessus de leur moyenne mobile 50 sur le Standard & Poor's en tant que tel,
Ensuite, sur les mid-cap US et les small-cap US. Comme vous pouvez le constater, on a un S&P qui est nettement au-dessus de sa moyenne mobile et qui est parti retester les tops de février, alors que dans le même temps, le nombre de titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile est plus bas à l'heure actuelle que ce qu'il était en février. Et ça, sur tous les compartiments, et plus on va vers les small caps, plus c'est marqué. Donc, c'est exactement la même chose que le mois précédent. Justement, quand on est dans les small caps, je dirais que pour un peu donner du crédit au fait que ça pourrait se reprendre, vous voyez qu'on est dans une belle zone de congestion à plat, aux environs des 168-180. On a pile buté il y a 2 jours sur le haut de la dynamique, les 180, et c'est clairement le point à dépasser pour donner un minimum de crédit à un rebond. Et en l'occurrence, c'est typiquement le genre de signal que l'on aimerait voir pour donner du crédit aussi au fait que le S&P soit capable de passer les 4200. Si vous vous souvenez, il y a un mois, je vous avais dit, on a une belle résistance à 4200, qui est une résistance graphique, tout à fait facile à regarder, que l'on retrouvait également avec des Fibonacci, qui donnaient même 4207 points précisément, sachant qu'on a dû voir 10 ou 12 au plus haut. Donc pour l'instant, on n'a rien dépassé, mais ces fameux 4200 sur le Standard & Poor's, c'est la zone de résistance effectivement à franchir, idéalement avec des volumes à la hausse, enfin, des volumes avec une belle clôture haussière, et il faudrait qu'en parallèle, on puisse avoir donc le Russell 2000, qui représente donc plutôt les small caps, qui soit capable de clôturer au-dessus des 180, là aussi avec des volumes qui soient supérieurs à la normale. Pour le moment, malheureusement, c'est pas le cas. Là où il y a quelque chose effectivement d'un petit peu surprenant, qui était un petit peu surprenant, c'est que depuis des mois, depuis le mois d'octobre, en fait, je vous avais montré que le Standard & Poor's suivait la courbe du T-Note 10. T-Note 10 qui représente en fait l'inverse des rendements du 10 ans américain. Donc classiquement, vous avez normal, jusqu'à présent, on a en général un T-Note 10 qui est le leader par rapport au Standard & Poor's. C'est-à-dire que quand le T-Note 10 se met à toper et à repartir à la baisse, dans les jours qui suivent, on avait plutôt idéalement, enfin le S&P qui suivait exactement le même chemin, tous les deux courbes. Là, ces derniers temps, depuis plusieurs jours, vous voyez que le T-Note 10 a particulièrement baissé, alors qu'on avait un S&P qui était resté collé sous sa résistance. Bon, depuis, on a la réponse, hein, c'est que oui, pour l'instant, on a toujours une corrélation négative entre hausse des taux en yield, en pourcentage donc d'un côté, et baisse des actions pour l'instant de l'autre. Voilà, la corrélation n'a pour le moment pas changé. Donc on peut continuer de regarder un peu ce qui se passe du côté des taux pour essayer de voir plutôt dans quel sens le marché boursier pourrait aller. Justement, sur ces fameux taux, là je vous ai mis le 20 ans, donc c'est le TLT, que vous pouvez retrouver également sur l'Europe, avec un ETF Lixor qui s'appelle US10, et en l'occurrence qui cote en Italie, parce que celui qui cote en France cote en dollars. Donc, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est surprenant, mais il y en a un qui réplique et qui est en euros, donc que l'on peut utiliser comme proxy si c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque le TLT, malheureusement, étant un ETF américain, on n'a pas la possibilité d'investir dessus. Aparté étant fait, vous voyez qu'on n'est pas très très loin maintenant des bas dynamiques, on est dans un range depuis fin de l'année dernière, donc là aussi, à surveiller, puisque donc la partie longue est pour l'instant toujours dans son range, alors que les parties plus courtes, je pense aux 10 ans, a déjà en fait cassé ses bas dynamiques. Donc un peu de prudence sur effectivement la partie longue qui pourrait suivre in fine le même chemin et donc continuer leur dynamique baissière à long terme sans passer par la phase de rebond qui était plutôt le scénario privilégié. Donc le comportement aux environs des 99, vous voyez autour, c'est vraiment le point à regarder pour les prochaines semaines. On avait également évoqué les fois précédentes le dollar, donc de ce côté-là, il n'y a pas de changement pour le moment, ça a simplement repris sur les bas du mois de février, c'était la zone des 100,80 de mémoire, avec une résistance aux environs des 105,60, 105,90. Ce sera a priori le vrai
test pour la vue baissière dollar, puisque ça correspond en plus à la moyenne mobile 200. Donc la reprise à l'heure actuelle du dollar ne s'apparente qu'à une reprise intermédiaire. Si vraiment on devait dépasser en gros les 106, eh bien, la reprise intermédiaire serait plus que intermédiaire, avec un risque d'aller rallier de nouveau les tops aux environs des 114. Mais pour le moment, le rebond que l'on constate ne devrait être qu'un rebond intermédiaire au sein d'une structure baissière long terme, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées les mois précédents, donc je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, c'est la zone des 105, voilà, aux environs 105, 80, 90. Ça va être vraiment à surveiller pour éventuellement refaire des stratégies baissières dollars contre à peu près tout. Justement, quand on parle des stratégies dollars, vous savez qu'il y a deux corollaires à la vue dollar. Le premier, c'est la vue sur le gold. Le deuxième, c'est sur la sur- ou sous-performance des valeurs non américaines, des pays, enfin, des autres pays. En l'occurrence, la hausse du dollar est plutôt préjudiciable à l'or, alors que la baisse du dollar, au contraire, favorise la hausse de l'or. Et de la même manière, la hausse du dollar favorise pour le moment plutôt les indices américains. Ça, c'est quelque chose effectivement que l'on constate également sur ce graphique. Donc, il n'y a pas de changement. C'est juste pour vous donner une idée de quand est-ce qu'il serait intéressant, à partir du moment où le dollar sera sur ses résistances, pour repartir dans l'idée que, l'or devrait être sur des points intéressants pour rejouer une hausse de l'or et également se repositionner sur les marchés non US. Donc, l'un des non-marchés non US, c'est aussi la version émergée, les pays émergents, donc le même graphique que la fois précédente. Vous voyez que pour le moment, l'idée d'avoir une baisse à terme ou une sous-performance en l'occurrence du MSCI monde contre le MSCI pays émergents, c'est toujours une thématique que je trouve intéressante à surveiller. Tant qu'on est en gros sous les 3,04 sur le ratio, on n'a rien cassé de significatif en termes de niveau, mais c'est une thématique qui me paraît en tout cas toujours pertinente tant qu'on est sous ces fameux 3,04 autour. À l'inverse, par contre, je vous avais évoqué une autre possibilité qui était un potentiel retournement à la hausse sur la Chine. C'est plus que potentiel, puisque à force de baisser, vous voyez que le graphique en bas est en train de se dégrader de manière suffisamment significative pour, à minima, considérer que le retournement est différé. Et puis, si ça continue comme ça, on va même carrément supprimer cette thématique potentielle, puisqu'il n'aura plus lieu d'être. Donc, pour l'instant, je vais encore garder ce mois-ci, mais voilà, considérer simplement que ce qui semblait prometteur il y a un mois, eh bien, pour le moment, ne s'avère pas être aussi intéressant que ce qu'on avait pu l'imaginer, en tout cas pour le moment. De la même manière, ça c'est toujours le ratio entre le Standard & Poor's et puis l'or, c'est quelque chose qui est là aussi plutôt en cours, ou en tout cas que l'on a en tête. On n'a là non plus rien cassé de manière significative. Donc je pense que c'est aussi quelque chose à lier avec une vue baissière dollar de manière importante. Qui permettrait, à l'or de monter, au Standard & Poor's de sous-performer. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Les comptes ne sont pas encore bons, donc on va simplement attendre, surveiller avant de pouvoir effectivement initier quelque chose sur ce ratio. Justement, quand on parle de l'or, l'une des manières de montrer qu'on n'est pas complètement sur des niveaux d'achat, là c'est l'or en dollars. Si vous regardez l'or en euros, évidemment, il n'y a pas tout à fait la même tête, mais on n'est quand même pas trop loin maintenant de la ligne qui joint les points bas depuis novembre dernier. Il reste un petit peu de marge aux environs des 180 $ l'once. Et de la même manière, la performance relative, vous voyez qu'entre l'or et le Standard & Poor's, on n'est pas vraiment revenu pour le moment sur les bas dynamiques. Donc c'est vraiment ce genre de choses que l'on attend de voir en parallèle pour pouvoir retenter ou tenter ou accumuler une position acheteuse effectivement sur ce joli métal jaune. Concernant le pétrole, classiquement, on est dans l'idée qu'une reprise économique se ferait avec un pétrole qui monte, indépendamment de des décisions de l'OPEP. Pour le moment, vous voyez que notre pétrole, même si c'est restabilisé aux environs des 65, donc les points bas de mars, on n'a pas encore dépassé de résistance significative. Tant qu'on est sous les 80, 82, on peut considérer que ce n'est qu'une accumulation sur les bas.
Par contre, si on arrive effectivement à dépasser ces fameux 82 sur donc le baril, à ce moment-là, on aura un call intéressant à faire sur le pétrole US. Et pour le moment, on est plutôt dans l'attente. Donc, à surveiller pour le mois prochain. Je vous avais dit en préambule qu'on allait passer un petit peu de temps sur la partie sectorielle. Donc, je vous montre un graphique que vous n'avez peut-être pas l'habitude, effectivement, voire même c'est peut-être la première fois que vous le voyez. Vous pouvez le retrouver sous son doux petit nom qui s'appelle RRG pour Relative Rotation Graph. Tout simplement, c'est une manière de visualiser, c'est ça que je trouve plutôt sympa, la dynamique relative de quasiment n'importe quoi. Là, on est sur des secteurs par rapport à un benchmark. Donc là, on regarde les secteurs américains contre le S&P. Et puis, vous avez un système de petits points qui vous permet on peut en définir. Là, c'est 12 semaines. Donc, on peut le faire en journalier, on peut le faire en mois. Bon, là, ça permet d'avoir une vue, grosso modo, de l'évolution relative des différents secteurs par rapport à la radius de référence sur les 3 derniers mois. La logique de ce graphique, c'est que vous avez des secteurs effectivement qui sont des secteurs leaders, vous avez des secteurs qui sont en train de s'améliorer, d'autres qui sont en train de se détériorer, et puis certains qui sont des secteurs qui sont effectivement au contraire complètement un peu à la voile, si vous me pardonnez l'expression. Là, typiquement sur la partie américaine, il y a deux secteurs qui tiennent la dragée haute à tous les autres, c'est le secteur technologique, pas une surprise. L'autre, peut-être plus que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est tout ce qui est communication services. Et ce sont les deux secteurs qui tirent en fait effectivement le marché américain à l'heure actuelle. À l'autre bout du spectre, vous avez le XLF, qui est celui tout en bas à gauche. Le XLF, ce sont les financières. Vous avez également l'énergie, le real estate, les materials. Enfin, bref, donc, la composante industrielle et financière souffre, la composante tech, au contraire, tient très bien. De la même manière, vous avez celui qui est tout au milieu, vraiment au milieu de l'écran, s'appelle le XLY, qui est le consumer discretionary. Donc, comme son petit nom l'indique, vous avez la consommation discrétionnaire et vous avez la consommation de base. La consommation de base, on va dire, pour simplifier, c'est celle dont vous ne pouvez pas vous passer. La consommation discrétionnaire, vous avez les voitures notamment, ce genre de choses. Donc, c'est quand vous avez plus de sous que vous pouvez les dépenser pour vous acheter ce genre d'actifs. En l'occurrence, dans l'idée d'avoir un Standard & Poor's qui pourrait progresser, ou si on veut se rassurer sur le fait qu'il arrive à dépasser 4200, un franchissement de ces fameux 4200 sur le Standard & Poor's devrait être bénéfique à ce secteur, à ce fameux consumer discretionary. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller. Et en l'occurrence, c'était ce que l'on avait eu la semaine dernière. C'est pour ça que je vous le montre avant la baisse. C'était quand même relativement intéressant de jeter un coup d'œil. C'est que jusqu'au 4200, vous voyez qu'on a eu une progression des deux secteurs classiques, donc la technologie et communication services, et juste ensuite, vous avez eu le consumer discretionary. Donc ça, c'est une picture classique d'un marché haussier. Surtout qu'à l'autre bout du spectre, vous avez les secteurs défensifs, donc qui ont sous-performé, les utilities, le healthcare, les consumer staples. Donc, c'est typiquement, si vous cherchez une picture haussière sur un marché, celle-ci, elle fait très bien le travail. Sauf que, eh bien, on a quand même buté sur ces fameux 4200. Donc, ce que l'on veut voir, c'est franchissement d'un côté et ce genre de performance, en tout cas les mêmes secteurs, en gros dans les mêmes dispositions, avec des secteurs sensibles au cycle économique en haut et au contraire des secteurs défensifs en bas. Le pire du pire, ce serait d'avoir un marché qui continuerait de monter avec des secteurs défensifs. Là, ça viendrait vous dire qu'en fait, le marché n'y croit pas. Les intervenants ne croient pas à la hausse structurelle de l'indice. Justement, si on s'attarde un tout petit peu sur la consommation discrétionnaire, je vous ai montré le graphique en blanc. Le graphique en bleu, c'est le Standard & Poor's. Et puis en dessous, vous avez donc le graphique relatif. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, le graphique relatif ne milite pas encore, en tout cas, ou ne traduit pas une surperformance du XLY. Donc là aussi, ce sont des choses à surveiller. Je vous ai dit qu'un S&P qui monte,
on devrait avoir effectivement une surperformance de ce secteur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc c'est à surveiller. De la même manière, quand on regarde les différentes valeurs ou en tout cas les gros poids de ce secteur, vous avez d'abord Amazon. Amazon, elle, a plutôt breaké, est plutôt sortie de sa dynamique de sous-performance qui était le cas depuis 2020, vous voyez, avec le franchissement de la moyenne mobile, alors que Tesla, on est encore en dessous. Et en l'occurrence, sur Tesla, on a un point à 196 qui serait un peu le point tournant, à mon avis, à dépasser pour donner du crédit à une poursuite de la hausse vraiment de Tesla. Sinon, c'est pas du tout exclu que ça reparte à la baisse, ce truc-là. Et certainement, ces fameux 196, que j'espère, devraient coïncider avec le franchissement, là aussi, de résistance slash de la moyenne mobile sur le graphique relatif qui est en dessous. Donc, Tesla, pas encore, effectivement, de surperformance confirmée à l'heure actuelle. Donc ça vient vraiment illustrer le propos, c'est que dans les gros poids, il y en a un qui a déjà a priori breaké, l'autre pas encore. Donc on aimerait bien que la participation au sein de ce secteur soit un peu plus favorable. Si on regarde la picture maintenant du côté européen, sur l'européen, je vous ai mis les 19 secteurs historiques en tout cas, juste parce que je voulais axer le propos sur un en particulier qui viendra juste après. Ce qui est plus ennuyeux sur celui-ci, c'est que vous voyez qu'en fait, il n'y a quasiment plus un seul vraiment secteur leader. Les anciens leaders sont en train de plier du nez, donc le secteur food and beverage, les utilities, le healthcare, c'est le triptyque en haut. Vous avez le travel and leisure qui se reprend et qui fait un coup en train de baisser, et puis, enfin, weakening, donc qui a un peu plus de mal et puis qui revient dans la partie leadership. Mais à l'inverse de la structure américaine, on n'a pas vraiment un ou plusieurs secteurs qui permettent de leader le mouvement. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On voit que sur cette partie-là, au contraire, il y a pas mal de choses qui ont tendance à plonger un petit peu. En l'occurrence, je vais m'attarder sur un élément qui est celui qui est tout en bas à gauche, qui s'appelle donc le secteur des basic ressources. Alors, pourquoi je vous parle du basic ressources? C'est un peu pour faire le lien avec le call émergent, avec le call Chine qui a un peu de mal. Donc on voit que pour l'instant, le basic ressources, c'est à l'image, ça ne se traduit pas. Ceci étant, je trouvais que d'un point de vue purement technique, le basic ressources était pas loin de points intéressants à surveiller, à la fois en prix, mais également en relatif. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Alors oui, c'est un secteur qui sur les 2-3 derniers mois sous-performe, mais on arrive pour moi sur des points potentiellement d'inflexion. Potentiellement, c'est-à-dire que si ça tient, on devrait avoir au contraire un basic ressource qui sortirait de sa position de lagarde, qui au moins passerait de nouveau, au moins permettrait de se réapprécier. Donc en parallèle de cela, c'est ce que l'on voit avec le ratio entre le basic ressource et le stock 600 qui est vraiment pas loin d'un bas dynamique et également d'un support horizontal. Quand on voit un graphique comme ça, la première question que en général j'ai tendance à me poser, c'est est-ce que les principales valeurs, là aussi, du basic ressources ont la même structure? Alors le mieux, c'est de jeter un petit coup d'œil. L'une des plus grosses, c'est Anglo-American, celle qui cote à Londres en l'occurrence, puisque ça cote aussi en Australie. Donc en l'occurrence, vous pouvez voir que à l'image du basic ressources, vous avez Anglo-American qui est également sur des supports horizontaux avec un relatif qui est également en train de tester un support horizontal. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter de l'anglo-américaine from scratch et puis en disant bah, c'est bon, Zone Bourse a dit que ça allait repartir à la hausse. Non, je vous alerte simplement sur le fait que cette valeur, à l'image de son secteur, est sur des points critiques. Maintenant, avant de vraiment initier une position, si vous avez un intérêt, ce serait de regarder, comme c'est un graphique en weekly, de regarder des graphiques en données journalières pour voir si vous avez des figures classiques haussières en données journalières qui permettent de donner du crédit au fait que le support est bien tenu et que oui, on a une possibilité d'avoir à minima pendant plusieurs mois une phase de surperformance. Le corollaire étant que s'il n'y a absolument aucune structure haussière qui se dessine, eh bien, à ce moment-là, le risque sera plutôt que le titre continue sa décrue, qu'il casse son support aux environs de 2290
que le relatif continue de baisser. Et donc, en fait, à l'inverse, ce sera au contraire un secteur toujours à éviter, encore pendant des mois. Donc là, on est plutôt à illustrer le fait qu'on est sur des points charnières, des zones charnières, tant sur le secteur que sur les valeurs. L'une autre des valeurs, c'est ArcelorMittal. Là aussi, vous voyez, la structure sur le titre en tant que tel est un petit peu différente, mais le relatif est lui aussi sur des points tournants. Le dernier que je voulais vous montrer, c'est Svenska, qui est l'un des titres défensifs au sein du Basic Resources. Vous avez les minières d'un côté, et puis vous avez les papetiers de l'autre. Donc lui, il fait plutôt partie de la deuxième catégorie. En général, il y a un jeu de switch à l'intérieur de ce secteur. Il se trouve que la partie, comme vous pouvez le voir, prudente du secteur basique ressources tient plutôt mieux que la partie plutôt plus sensible au cycle économique. C'est le cas, c'est un peu plus décorrélé effectivement par rapport à Anglo, mais de la même manière, c'est quand même l'un des gros poids effectivement des basiques ressources, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Voilà, donc basique ressources, effectivement, à surveiller. Je terminerai, parce que comme d'habitude, je parle beaucoup trop, par un petit point sur le marché français. Là, en l'occurrence, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vous parle beaucoup de participation sur la partie américaine, parce que c'est extrêmement important pour comprendre vraiment la dynamique de fond des indices. Le problème, c'est que ce qui existe aux États-Unis n'existe pas forcément ou pas aussi bien sur la partie européenne. D'où une manière d'apprécier cette participation avec quelque chose de très simple, c'est de regarder l'indice contre son indice equal weight. Donc vous avez là le CAC 40, c'est facile. Le CAC 40, il est équipondéré quand il est en bleu. Donc toutes les valeurs du CAC 40 font le même poids au sein de l'indice. C'est ce que nous, on utilise pour la gestion de nos portefeuilles. Et puis, vous avez simplement le CAC 40 qui, lui, qui n'est pas équipondéré et qui fait la part belle, notamment en valeur de luxe. Et je reviendrai juste dans la foulée. Quand on a des divergences entre les deux, c'est-à-dire, vous voyez que ces 2 derniers mois, on a eu un CAC 40 qui avait fait des nouveaux tops par rapport au mois de février, alors que sa version Equal Weight n'a pas été capable de le faire. Sans aller réfléchir trop loin, ça veut dire que le CAC 40 est tiré que par un petit pourcentage de titres, puisque quand on les met toutes au même poids, toutes les valeurs au même poids, eh bien l'indice n'est pas capable de suivre le rythme. Donc, c'est un signe de faiblesse et de fragilité potentielle. Là, pour le coup, la fragilité potentielle, elle s'est traduite par effectivement une nette baisse au cours de ces derniers jours. Mais c'est l'un des éléments faciles d'appréciation, si vous n'avez pas accès aux outils de participation, juste pour voir si, oui ou non, le marché est sain ou s'il y a un risque que effectivement ça flanche parce qu'il y a juste un petit nombre de titres qui explique une grande partie de la progression de l'indice. Donc vous l'avez sur le CAC 40, vous pouvez le faire sur le Stock 600 si vous voulez l'Europe, ou l'Eurostock 50 si vous voulez être un peu plus pan-européen, et vous avez la même chose sur le Standard & Poor's. Il y a un indice Equal Weight Standard & Poor's que vous pouvez retrouver. Donc c'est une manière assez facile, très visuelle, effectivement, d'avoir une idée de la participation quand on compare l'indice, le benchmark classique, avec son équivalent Equal Weight. Je terminerai par un petit point sur le luxe, parce que le luxe est typiquement le marché qui a le plus profité ces derniers mois de la hausse des indices, et notamment ce qui explique la surperformance du CAC 40 par rapport à quasiment tous ses petits copains européens. On ne parle même pas des États-Unis. En l'occurrence, je me suis amusé à faire une petite projection en Elliott, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Ce que ça suggère en l'occurrence, c'est simplement que on a terminé, ou on aurait terminé un cycle qui aurait commencé en octobre, effectivement avec le top du mois de mai, qu'on est rentré dans une structure corrective intermédiaire, j'insiste sur le côté intermédiaire, qu'il devrait logiquement, si tout fonctionne à peu près bien, nous ramener entre 3400 sur ce secteur, donc c'est les 10 plus grosses valeurs de luxe en Europe. Il n'y a pas d'ETF dessus. Je suis désolé, il y en a un qui n'a strictement rien à voir, qui est un Amundi Luxe Monde, mais qui n'a pas du tout la même structure. Donc ça ne sert à rien de l'acheter parce qu'il est beaucoup plus faible. Si on se contente que des 10 valeurs européennes, donc là vous avez effectivement Kering, vous allez avoir Hermès, vous allez avoir LVMH, etc. En l'occurrence, le secteur est beaucoup plus intéressant. On devrait aller chercher donc entre 3400 et 3245,
Ça, c'est la zone de spot idéale pour renforcer ou se remettre sur les titres en tant que tels. Donc, si on y reviendra, je pense, au cours des prochaines séances, mais ce sera en toute logique le bon spot si vous voulez vous remettre sur LVMH, si vous voulez vous remettre sur de la Hermès, si vous voulez tenter l'aventure sur Kering, etc., etc. C'est vraiment l'indice à surveiller. Pour résumer, effectivement, donc vous l'aurez compris, sur la partie américaine, on est toujours prudent. J'ai lourdement insisté sur ce fameux 4200 sur le Standard & Poor's, à surveiller avec un breakout éventuel sur les 180 sur le Russell, breakout qui doit se concrétiser par un XLY qui lui aussi doit continuer de monter et surperformer, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Sur la partie taux d'intérêt, vous l'aurez compris, si on regarde le TLT, donc le 20 ans américain, ou l'US10, qui est l'ETF équivalent en France, le support est 99,35 à surveiller, sinon c'est que ça va continuer de baisser. Donc c'est que les taux en yield vont continuer de monter. Et si ça continue de monter, ben vous l'avez compris qu'a priori, ça pénalise plutôt la performance des indices. Justement, performance des indices plutôt favorable au marché américain tant que le dollar rebondit et pénalise au contraire l'or. Gardez en tête que sur le dollar index, donc c'est la zone des 105, 80, 90 qui va être vraiment la résistance à surveiller pour réinitier idéalement des positions vendeuses dollars, que ce soit contre l'euro, mais aussi contre toute la partie commodities, donc Aussie, Kiwi et dollar canadien. Les potentiels thématiques, on a vu donc les marchés émergents, quelque chose à surveiller contre le MSCI World. La reprise sur la Chine, qui pour le moment est plutôt différée. Surveiller le basic ressources, avec, qui est vraiment sur des supports intéressants en absolu et également en relatif. Et enfin, profiter d'une poursuite d'une conso sur le luxe européen pour se repositionner effectivement à l'achat. Je conclurai simplement par une petite précision, c'est que vous savez que on a la chance chez Zone Bourse d'avoir un spécialiste sur les options qui est Patrick Rejeunier, pour ceux qui le connaissent. On envisagerait bien effectivement de profiter de ce type de format pour vous proposer à terme une formation option, tant que cela vous intéresse. Donc, si c'est effectivement quelque chose qui vous séduit, que vous en fassiez, que vous n'en fassiez pas, le problème n'est pas là. Ce serait vraiment de vous accompagner sur certaines stratégies. Donc, si c'est quelque chose qui vous motive, que vous voudriez découvrir ou que vous faites déjà et que vous voudriez peut-être vous sentir plus à l'aise, bien n'hésitez pas à soit laisser un petit message directement dans le chat, soit à nous envoyer un mail à l'issue de cette présentation pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, en fonction bien de l'intérêt général, eh bien, on montera ou pas, effectivement, cette formation spécifiquement sur les options. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, votre participation, et puis je vous dis à dans un mois. Merci beaucoup, au revoir.